Des maths, des gamermaths, mes chers auditeurs, je suis le Marweiler et aujourd'hui nous allons nous retrouver, une fois de plus, pour une petite vidéo qui va traiter du cas des monarchistes en Bretagne. Alors ceux qui me connaissent un peu vont dire « Mais Marweiler, tu n'es pas un peu monarchiste sur les bords toi-même » et blablabla et blablabla. Je vais dire absolument, c'est vrai. Et c'est pour cela que je souhaite faire cette petite vidéo podcast, etc. Car il s'agit non pas ici de développer un projet monarchiste breton, mais plutôt en fait de répondre aux prétentions des monarchistes français qui prétendent que le roi de France aurait autorité sur la Bretagne de toute éternité. Et nous allons en fait étudier les éléments historiques et juridiques, de manière assez succincte, pour voir ce qu'il en est réellement. Donc dans un premier temps, rappelons les faits. Le monarchisme français est aujourd'hui un mouvement quasiment de niche depuis la quasi-disparition de l'action française suite à la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, les monarchistes français se divisent actuellement en deux familles, voire même trois si on veut compter les bonapartistes qui restent quand même très minoritaires, à savoir les légitimistes qui suivent Louis de Bourbon proclamé Louis XX, dont la famille vit en Espagne, les orléanistes, donc qui considèrent la légitimité de l'accession au trône de France de Jean d'Orléans, qui est un franc-maçon notoire, et enfin les préévoqués bonapartistes qui attendent pour leur part un retour des descendants de Napoléon Bonaparte. Les partisans de ces divers prétendants, lorsqu'ils s'intéressent à la Bretagne, est pour réaffirmer l'autorité qu'a le roi de France sur toutes les provinces de France, incluant donc la Bretagne. La réalité est remarquablement plus complexe que cela. Nous allons donc remonter près de 1300 ans en arrière, et à partir de là, avancer dans le temps pour étudier les relations entre la couronne de Bretagne et la couronne de France, pour étudier et valider ou non la validité des prétentions de la couronne de France sur la, entre guillemets, province de Bretagne. Alors, je vais vous spoiler éhontément, mais effectivement, le trône de France n'a aucune légitimité à prétendre à la, entre guillemets, province de Bretagne. Et nous allons voir pourquoi. Jusqu'au 8e siècle et au début de l'Empire carolingien, la Bretagne est un ensemble de petits royaumes disparates qui se trouvent tantôt réunis, tantôt en opposition les uns par rapport aux autres, et également en opposition à leurs voisins francs. Pour les Français, les Bretons sont des voisins à la fois terribles, probablement sauvages et peu accommodants, qui sont connus notamment pour leurs raids et leurs attaques, leurs razzias pourrait-on dire, sur les riches vignobles des pays francs qui les environnent. Ainsi, le roi saint Ézéchiel de Domnonée humilie-t-il la cour mérovingienne des Français. Lorsque Charlemagne arrive au pouvoir et commence à organiser sa conquête de la plus grande partie de l'Europe de l'Ouest, il s'attaque aux Bretons, bien évidemment, en tant que peuple voisin, mais s'il arrive à les vaincre, il ne parvient pas à en faire un peuple soumis ni conquis. Il décide donc d'en faire ce qu'on appelle une marche de l'Empire, c'est-à-dire un État autonome qui paie un tribut à l'empereur, sans pour autant être gouverné par lui. Ça a été la même chose pour les Basques, les Souabes, les Avars, etc. Donc vraiment ces peuples qui vivaient à la marge de l'Empire carolingien. Par la suite, les princes carolingiens tenteront tous d'asseoir leur domination sur la Bretagne, mais si certains y arrivent pour un temps, ils échoueront à prendre véritablement le contrôle du pays breton.
En effet, cette époque sera rythmée de nombreux soulèvements contre l'occupant carolingien, avec plus ou moins de succès, qui montreront néanmoins que l'autorité réelle de l'occupant français dans le pays breton est extrêmement limitée, pour ne pas dire absolument nulle. Pour contourner le problème, le prince carolingien Louis le Pieux finit par désigner un missi dominici, donc un prince qui gouverne au nom de l'empereur, qui soit cette fois issu de l'aristocratie locale. Et c'est donc le prince Névénoé de Poher, donc le futur Névénoé, etc., qui est désigné comme missi dominici au nom de Louis le Pieux. Donc tant que le roi de France, l'empereur carolingien, pardon, Louis le Pieux, est vivant, tout va bien, entre guillemets. Le Névénoé gouverne en son nom, tout se passe bien. Seulement, dès qu'il meurt, c'est Charles le Chauve qui lui succède, et les relations entre Charles le Chauve et Névénoé sont considérablement plus houleuses. Névénoé décide donc de saisir sa chance pour eh bien, tout simplement déclarer l'indépendance de la Bretagne et devenir prince de celui-ci. Les deux armées se rencontrent au Ballon, où l'empereur Charles le Chauve s'était précipité avec sa garde royale pour mater le plus rapidement possible la révolte de ces Bretons qui osaient se soulever encore une fois contre son règne juste et éclairé, et pas du tout oppressif. La suite de l'histoire, nous la connaissons, puisque la bataille du Ballon a été une victoire bretonne retentissante où l'armée carolingienne s'est faite écraser. Charles le Chauve a dû courir se montrer au Mans pour prouver qu'il était encore en vie, et par la suite, la guerre a continué, et cette fois, Névénoé, de défenseur qu'il était, en situation de défense, est devenu attaquant. Et il a commencé, en fait, à mener l'assaut sur les territoires français, aux grandes dames, bien entendu, des Français. À sa mort, en pleine opération militaire, c'est son fils Érispoé qui prend le pouvoir. Profitant de la confusion, Charles le Chauve réunit un host impérial entier et attaque à nouveau la Bretagne, mais il est écrasé à la bataille du Belle-et-Janglande le 22 août 851. Son host est anéanti, sa noblesse décimée, et il doit s'enfuir en pleine nuit en abandonnant ses attributs royaux pour courir se montrer à Angers pour prouver une fois de plus qu'il était encore en vie. Érispoé, suite à cette bataille, prend la couronne de son ennemi vaincu et s'en ceint. C'est ainsi, par ce geste, qu'il devient roi de Bretagne. Le traité d'Angers, qui est signé à la suite de cette bataille, établit Érispoé comme roi autonome et tributaire de la couronne carolingienne. Autant dire que ça ne veut rien dire, puisque pour rappel, à ce moment-là, c'est Érispoé qui est vainqueur. C'est donc lui qui impose et qui dicte ses conditions. Il est très probable que les commentateurs d'époque qui cherchent à définir le traité d'Angers comme la relation entre un vassal et son suzerain, le font pour, on pourrait dire, satisfaire l'orgueil blessé des Français suite à cette bataille qui a été pour eux une défaite écrasante. Dans les faits, Érispoé gouverne seul le pays de Bretagne, et certainement pas en rendant des comptes à ce minable de Charles le Chauve qui a passé son temps à perdre bataille sur bataille sans discontinuer. La Bretagne reste un royaume indépendant pendant un siècle environ, jusqu'à la période tardive des invasions vikings, qui mettent le pays à genoux, comme d'ailleurs beaucoup de pays environnants, en particulier l'Angleterre et la plus grande partie de la France. Lorsque Alain Barbetorte revient d'Angleterre pour chasser les Vikings, il ne peut prendre le titre de roi et doit donc se contenter d'être duc. Néanmoins, et contrairement par exemple à Guillaume de Normandie qui rend hommage au roi de France, il ne rend de compte à personne de sa gouvernance, et certainement pas, encore une fois, au roi de France avec lequel il n'a cette fois aucun lien de vassalité. À l'abdication de Conan IV de Bretagne en 1166, le duché est virtuellement placé sous la coupe des Anglais Plantagenets, et le pays, en la personne de Constance de Bretagne, est contraint de rendre hommage, l'hommage lige, à l'Angleterre. Néanmoins, Constance est une forte femme, et lorsqu'elle doit épouser Geoffroy II Plantagenet, donc le propre frère de Richard Cœur de Lion, elle organise déjà, avec l'aide de son mari, l'indépendance de la Bretagne vis-à-vis de la couronne d'Angleterre. Elle donne naissance à son fils Arthur,
donc le fameux Arthur Ier de Bretagne, qui sera assassiné en 1203 à Jean-Santerre. Cet assassinat sera utilisé comme motif par les barons de Bretagne, et notamment Guy de Thouars, pour évoquer l'hommage donné par les Bretons à l'Angleterre et refaire du coup du duché de facto un État indépendant. Par la suite, les Bretons s'allient aux Français lors de la campagne de Normandie qui sera particulièrement victorieuse pour Philippe Auguste de France. Par la suite, les ducs de Bretagne rendent l'hommage simple au roi de France. Donc c'est là qu'il est important de faire une parenthèse pour définir un petit peu plus précisément ce que sont que les hommages. Donc l'hommage, c'est une relation entre des princes qui sont théoriquement de rang différents. Cet hommage indique une certaine forme de suzeraineté de la part du prince qui reçoit l'hommage sur celui qui le donne. Cependant, il existe plusieurs formes d'hommage. Celui qui est le plus représenté et qu'on connaît le mieux, c'est l'hommage qui est dit lige, c'est-à-dire, pourrait-on dire, véritablement un serment de suzeraineté complète qui est donné par le vassal à son suzerain. Ensuite, derrière, il y a les hommages qui sont dits simples, qui sont des hommages qui n'ont qu'une valeur totalement théorique, qui quelquefois, mais pas toujours, se parent d'un tribut, comme par exemple l'hommage rendu par les Plantagenets au roi de France depuis l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, qui en est un parfait exemple, puisque de toute évidence, bien que le roi d'Angleterre rende hommage au roi de France, ça ne l'a pas empêché notamment à de multiples reprises de faire la guerre contre lui. Et c'est sous ce régime que le duc de Bretagne rend hommage au roi de France. Il y a eu par la suite plusieurs tentatives d'associer la couronne de Bretagne à la couronne de France de la part des rois de France, notamment en nommant les ducs pairs de France, ce qui a été d'ailleurs un échec retentissant puisque les Bretons ont refusé systématiquement d'appliquer les droits et les devoirs qui allaient avec cette charge, avec des gros guillemets. Et on se retrouve donc dans cette situation très particulière, en fait, d'un État qui est non pas un vassal, mais plutôt ce qu'on pourrait appeler un tributaire. Il s'agit donc bel et bien d'un État distinct de la France. On peut également remarquer qu'à l'époque, les princes de Bretagne se mariaient dans les familles royales. Ainsi, par exemple, Conan IV de Bretagne, donc le père de Constance, a-t-il épousé Marguerite d'Écosse, qui était une princesse de sang de la famille royale écossaise. On le rappelle qu'une simple duché vassal, généralement, ne réalise pas ses mariages dans les monarchies d'autres royaumes. Cet état de fait change lors de la guerre de 100 ans, où en 1341, le duc de Bretagne Yann III meurt sans héritier, ce qui conduit au début d'une guerre de succession en Bretagne. Néanmoins, ce qui est assez intéressant, c'est que à ce moment-là, en fait, quelque chose change encore dans les relations internationales bretonnes, puisque à ce moment-là, les Français et les Anglais font ingérence dans cette guerre de succession. Au même titre que ce qu'ils ont fait, entre parenthèses, en Espagne, entre les Trastamare et les deux Castilles. Ce qui démontre, encore une fois, que la Bretagne était bel et bien une couronne que se disputaient les familles royales françaises et anglaises, et non pas juste une espèce de principauté vassale. Quoi qu'il en soit, lorsque le prince Yann IV de Bretagne triomphe de ses opposants Penthièvre, il rend l'hommage simple au roi de France et non pas au roi d'Angleterre qui était pourtant son protecteur, et cela en fait afin de se débarrasser de la tutelle anglaise tout en rappelant aux Français qu'ils n'avaient pas autorité sur la Bretagne quand bien même ils leur rendraient hommage. De fait, la Bretagne signe à cette époque 2 traités internationaux, les 2 traités de Guérande, qui rappellent l'indépendance et surtout la neutralité bretonne vis-à-vis du conflit en cours, qui se déroule entre la France et l'Angleterre. Et encore une fois, ce ne sont pas là les agissements d'un simple duc vassal, mais bel et bien d'un prince qui est souverain en son pays. En 1457, Arthur de Richemont monte sur le trône de Bretagne sous le vocable d'Arthur III de Bretagne. Pour les Français,
Ils se disent que c'est le moment rêvé, le moment ou jamais. En effet, Arthur III, duc de Bretagne, était un compagnon de Sainte Jeanne d'Arc, connétable de France. Donc logiquement, le roi de France, Charles VII, se dit « ça y est, chic, 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 il va me rendre l'hommage lige, je vais enfin pouvoir prendre pour de vrai le contrôle de la Bretagne. » Sauf que la patatras, le duc de Bretagne, lorsqu'il vient rendre l'hommage au roi de France, lui explicite clairement et en des termes très crus qu'il n'a aucun droit sur la Bretagne et que l'hommage qu'il rend à la couronne de France est un hommage simple et non un hommage lige qui ne lui donne absolument aucune obligation vis-à-vis de la couronne de France. Et lorsque celui-ci le convoque en tant que pair de France pour venir assister au procès du duc d'Alençon, il lui répond en des termes qui sont très clairs et sans aucune équivoque. Il dit « J'ai de tout temps servi Charles et son royaume, je suis connétable et comme tel je suis tenu de me rendre aux ordres du roi, mais non comme duc de Bretagne. Je ne suis point pair de France, attendu que mon duché n'a jamais fait partie du royaume et qu'il n'en est point un dénombrement. Et pour ne pas compromettre l'indépendance de mes sujets, je ne comparaîtrai ni à Montargis, ni ailleurs. » Et ces termes explicitent sans équivoque la relation entre la couronne de Bretagne et la couronne de France. Il dit explicitement « Le duché de Bretagne n'a jamais fait partie du royaume de France, il n'en est pas un démembrement, il n'en est pas une province. » C'est extrêmement clair, et ça a toujours été la posture des ducs de Bretagne, y compris ceux qui ont rendu l'hommage au roi de France sous quelque forme que ce soit. Et ça rend les choses très claires par rapport à tout ce qui précède, en fait. Parce que cela veut dire que jusqu'à la dernière invasion française de 1487-88, eh bien, les rois de France n'avaient tout simplement ni droit ni autorité sur le duché de Bretagne. D'ailleurs, tout collecteur d'impôts français qui se retrouvait à traverser la frontière pour tenter de taxer les paysans, les contribuables bretons, se retrouvait reconduit manu militari à la frontière, et quelquefois avec des bons coups de bâton dans le derrière. Cet état de fait changera suite à la dernière invasion française de 1487-88, où les Français parvinrent enfin à soumettre le duché, enfin avec des gros guillemets bien sûr, et s'assurèrent donc par le mariage de la fille unique du duc Fanche II de Bretagne au roi de France, mariage obtenu, entre parenthèses, de façon totalement illégale, eh bien, le contrôle du duché par la mise en union personnelle du duché de Bretagne et du royaume de France. Alors, pourquoi un mariage illégal ? Eh bien, ce pour une raison très simple. En fait, la duchesse Anne avait été promise par son père au prince Maximilien de Habsbourg, Maximilien d'Autriche, dans le cadre justement de l'alliance qui les opposait à la France. La princesse Anne était favorable à ce mariage, qui s'est déroulé selon les formes avec les bénédictions d'usage, et c'est le roi de France, donc cet énorme porc ventripotent de Charles VIII, qui a contraint la rupture de ce mariage, de manière encore une fois illégale, pour pouvoir épouser la fille du duc de Bretagne selon les provisions du traité du Verger. Alors même que le mariage d'Anne de Bretagne et de Maximilien de Habsbourg avait été organisé et célébré avant le traité du Verger. C'est véritablement en ces termes qu'on peut constater ce qu'on pourrait appeler comme rien d'autre qu'un coup de force sur le plan du droit et du système juridique, la voracité impérialiste du roi de France qui véritablement ne s'arrête à rien lorsqu'il s'agit d'envahir et de soumettre la Bretagne, qui à l'époque constituait une assiette fiscale absolument formidable. Il faut bien se dire qu'à l'époque encore, les Bretons payaient 20 fois moins d'impôts que les Français, alors que leur État n'en était pas moins fonctionnel, ce qui est tout à fait remarquable. Donc forcément, les envahisseurs français étaient pressés et prêts à toutes les bassesses pour envahir la Bretagne et faire main basse sur ses richesses. On peut en profiter d'ailleurs pour battre en brèche un mythe qui est un peu trop souvent répété de la part des royalistes français vis-à-vis de la Bretagne, qui nous disent « Non, mais vous ne devriez pas haïr la France, vous devriez haïr la République, parce que c'est elle qui a pillé vos richesses, et gna gna gna, et gna gna gna, et gna gna gna. » Alors, il faut savoir que entre 1532
et 1789, les impôts qui ont été infligés aux Bretons ont été multipliés par 10. Ils ont perdu leur marine, ils ont perdu tous leurs moyens de commerce international et tout leur prestige. La réalité, encore une fois, c'est que la mise en coupe réglée de la Bretagne par la France a commencé 3 siècles avant la République. Les Français, et en particulier le roi de France, n'étaient pas moins impérialistes, n'étaient pas moins violents et n'étaient pas moins rapaces et pilleurs que les républicains français vis-à-vis de la Bretagne. Par ailleurs, après la mort d'Anne de Bretagne, le traité qu'elle avait fait signer à Nantes en 1499 et qui prévoyait la répartition des couronnes de France et de Bretagne entre ses enfants, donc notamment entre Claude et René, et qui prévoyait donc du coup de rendre la couronne de Bretagne à nouveau distincte de la couronne de France en termes de tête couronnée, n'a évidemment pas été respecté. En effet, il faut savoir que Claude de Bretagne a été quasiment contrainte d'épouser le futur François Ier, tandis que sa seconde fille, Renée, qui aurait dû hériter du trône de Bretagne selon les provisions du traité de Nantes de 1499, a été purement et simplement écartée en étant envoyée épouser le duc de Ferrare en Italie du Nord, donc basiquement écartée bien comme il fallait de toute forme de succession. D'ailleurs, pendant des années, René de Ferrare, donc René de Bretagne, se battra sur le plan juridique pour regagner son héritage sans succès face aux magouilles et aux manipulations des Français emmenés par François Ier. En effet, si Renée de Bretagne, donc l'héritière légitime, avait hérité du tempérament de sa mère Anne, il n'en était pas du tout de même pour Claude, sa fille aînée, qui pour le coup était considérablement plus faible, qui a été poussé d'ailleurs par les mignons de François Ier à signer une cession de tous ses droits sur la couronne de Bretagne à celui-ci, ce qui aurait entraîné de facto l'annexion finale des terres bretonnes à la couronne française. Heureusement, le Parlement de Bretagne veillait au grain et il s'est catégoriquement opposé à cette disposition. En 1532, François II de France est acculé par ses ennemis espagnols et autrichiens. Il se dit qu'il pourrait bien perdre la couronne de France, et pour assurer ses arrières, il décide de réguler, entre guillemets, l'occupation française en Bretagne. Et pour cela, il prépare le fameux traité d'union de la France et de la Bretagne, qui sera signé cette année-là. Ce traité, donc, qui prévoyait le placement de 2 couronnes, à savoir la couronne de France et la couronne de Bretagne, sur une seule même tête souveraine, à savoir la sienne, lui permettait ainsi, si jamais il perdait la couronne de France au profit des princes autrichiens ou espagnols, de ne pas tout perdre, pourrait-on dire. Autrement dit, il cherchait à assurer ses arrières sur ce pays qu'il avait conquis en profitant des conditions de la situation internationale. Le seul problème, c'est que le Parlement de Bretagne est farouchement opposé à cette décision, à ce traité, qui entraîna d'ailleurs des discussions assez virulentes, et pour forcer le Parlement réuni en session à Vannes a adopté son traité, donc de manière unilatérale, donc il ne s'agissait autrement dit pas d'un traité mais bien d'un décret en termes de droit juridique international. Bertrand d'Argentré le montre très bien. Donc, le roi de France, François II, soi-disant pour calmer les débats et empêcher les débordements, fait encercler le Parlement de Vannes par une armée forte de plusieurs milliers d'hommes. Dans tout pays moderne où un chef d'État étranger de surcroît ferait encercler un parlement par son armée pour garantir la sécurité des débats, entre guillemets, on crierait instantanément au déni de démocratie. Mais là, ça ne semble pas trop gêner les partisans de ce traité d'union, pour qui le simple fait qu'il y ait ainsi une armée qui fasse pression, etc., bien ne constitue absolument pas un problème de droit. Néanmoins, sous les provisions de ce traité, la France et la Bretagne restent néanmoins 2 nations distinctes, chacune dotée de leur corps parlementaire,
distincts, encore une fois, donc les États de Bretagne et les États généraux de France plus tard, etc. Et bien entendu, ayant, là en l'occurrence, le même souverain. Le Parlement de Bretagne, donc les États de Bretagne, s'acharneront pendant les 200 ans qui suivront, même les 250 ans, à protéger le reste des libertés bretonnes qui sont grignotées peu à peu par l'occupant français et leur rapace de roi en tête. Ainsi, par exemple, Louis XIV, cet énorme porc bouffi, décida unilatéralement d'abolir les États de Bretagne. Ceux-ci se sont contentés de lui rigoler à la figure, et l'affaire en est restée là. Un détail remarquable est que, sous l'autorité du roi de France, la Bretagne est désignée comme une province réputée étrangère, ce qui est particulièrement important. En effet, le terme étrangère n'est pas anodin. Il s'agit clairement d'un territoire qui est reconnu comme étranger à la France, comme le disait Arthur III de Richemont, et donc, effectivement, sous occupation française. Alors les choses changent en 1789, lors de la fameuse Révolution française. Au cours de celle-ci, est ordonnée le 4 août 1789 l'abolition des privilèges, c'est-à-dire purement et simplement la dissolution des dits parlements provinciaux. Parmi ces parlements provinciaux, le Parlement, les États de Bretagne. Ces termes constituent une violation directe du traité d'union de 1532 qui provisionnait, entre autres, que, d'une, les Bretons ne pouvaient être conscrits à la guerre en dehors de leur pays. C'est pour cela d'ailleurs notamment que s'est développée une forte culture corsaire chez les marins, que les Bretons devaient être jugés en Bretagne par des Bretons, et troisièmement, que le maintien des structures politiques propres à la Bretagne était une condition du maintien de ce traité. Donc, cette fameuse abolition des privilèges constitue une violation pure et simple, une dénonciation unilatérale du traité d'union de la France et de la Bretagne de 1532. Et les royalistes dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple. Il faut savoir que le roi de France Louis XVI a ratifié cette fameuse abolition des privilèges. Il a donc, entre autres, ratifié la dissolution des États de Bretagne, et donc il a ratifié la dénonciation unilatérale du traité d'union de la France et de la Bretagne. À compter de ce moment-là, le roi de France n'a plus aucun droit légitime sur la Bretagne. Et à compter de ce moment-là, de plus, de facto, suite à la dénonciation de ce traité d'union, et comme le traité précédent prévoyait la partition, pourrait-on dire, de la France et de la Bretagne, eh bien, la Bretagne est devenue, en droit international, de jure et de facto, un pays sous occupation étrangère, à savoir sous occupation française. Et voilà donc la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Puisque dans les faits, juridiquement, peu de choses ont changé aujourd'hui. En effet, la restauration de Louis XVIII et Charles X, les rois de France, n'a absolument rien changé. Ils n'ont pas révoqué l'abolition des privilèges ni rétabli le Parlement de Bretagne dans ses droits et prérogatives. Et c'est la situation légale dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui vis-à-vis des prétentions royalistes. Pour finir, certains royalistes catholiques invoqueront les promesses de Marie-Julie Jahenny, donc qui était une Bretonne de Haute-Bretagne, et en particulier ses prophéties concernant le retour d'un roi sur le trône de France. Cependant, ce que ces gens feignent d'oublier, ou oublient tout court d'ailleurs, c'est que, d'une, elle dit explicitement que ce roi, exilé, trouvera refuge en Bretagne. Autrement dit, que la Bretagne est pour la France un pays étranger, et qu'elle sera pour la France un pays étranger. Et ces prophéties, donc, ne concernent tout simplement pas la Bretagne. C'est aussi simple que ça. Alors que conclure, du coup, par rapport aux prétentions monarchistes, royalistes françaises en Bretagne? Eh bien, je pense que vous allez pouvoir dire comme moi qu'au final, elles ne valent nada, rien, que dalle. Le roi de France a renoncé
officiellement à ses droits en Bretagne le 4 août 1789, que jamais cette renonciation formelle n'a été récusée d'une quelconque manière par les rois de France ou leurs descendants, et donc toute prétention qu'ils auraient sur la Bretagne à l'heure actuelle, que ce soit en termes de droit international ou de prétention morale, est tout simplement nulle et non avenue. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour le monarchisme dans le mouvement breton. Bien au contraire. Mais ce monarchisme, les monarques qui pourraient se revendiquer de la couronne bretonne seront des monarques bretons et certainement pas des monarques français, des descendants des grands princes Névénoé et Érispoé de Poher, et certainement pas des couronnes de légitimistes ou orléanistes ou encore bonapartistes qui, comme nous venons de passer près d'une demi-heure à le démontrer, n'ont rien à faire en Bretagne. Nous disons donc non à une monarchie française qui sera de toute façon illégitime en Bretagne, oui à un gouvernement breton, pour les Bretons, par les Bretons, quelle que soit la forme qu'il prendra. Car au final, c'est aussi ça dont nous avons besoin pour reconstituer notre nation, une Bretagne forte, fière et libre. Bevet Breiz, Breiz Atao.